Alors après les systèmes séquentiels complexes, un petit mot sur les interfaces asynchrones. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, on était dans l'idée d'avoir des systèmes synchrones, c'est-à-dire qu'ils ont une horloge pour tout le monde. Maintenant, le monde est facile en fait quand on a une même horloge pour tout le monde. Ça se complique un peu quand on doit sortir de notre domaine d'horloge. Et ça, c'est le cas quand on doit sortir de notre FPGA. À un moment donné, on va communiquer avec l'extérieur. Et ça va forcément se faire de manière asynchrone, dans le sens où on n'aura pas la même horloge des deux côtés. Et même si c'était quasiment la même, elle aurait une certaine dérive potentielle, et puis on ne sera jamais synchronisé au niveau des bascules en interne. Donc on a des interfaces asynchrones, ça peut être accéder à des mémoires, de la DRAM externe, DDR, 1, 2, 3, 4. Ça peut être de la communication entre différents circuits. Donc, typiquement les FX2, 3, FTDI, c'est des chips qui permettent de faire de l'USB ou depuis une FPGA, vous pouvez y accéder comme si c'était une sorte de FIFO, avec une interface relativement simple. Et puis ensuite, ça permet de communiquer en USB avec un PC qu'il y aurait plus loin. Des choses relativement pratiques. Mais du coup, entre la FPGA et ces circuits-là, malgré le fait que c'est une FIFO, on a un mini protocole en fait à respecter qui évidemment va être asynchrone. Puis après, on a les communications asynchrones au sens large. Si vous réalisez un UART, vous êtes asynchrone par rapport à l'extérieur, les bus SPI, IKRC. Et tous des bus, à un moment donné, on communique avec l'extérieur et on a des choses un peu asynchrones qui se passent. Alors la vérification de ces types d'interfaces, c'est un peu plus délicat, parce qu'on ne peut pas juste avoir une horloge pour rythmer le tout. C'est-à-dire que d'un côté, on aura une horloge parce que j'ai mon interface depuis l'intérieur de la FPGA, de mon système. Après, je vais sortir de ma FPGA, et donc de l'autre côté, j'aurai plus de raison d'avoir cette même horloge. On va perdre cette notion de synchronicité. Donc, pour mettre en place des choses comme ça, on va utiliser les wait, wait on et wait until, qui permettent d'attendre un certain temps, d'attendre qu'un signal change de valeur. Un chip select qui passerait de 1 à 0 ou de 0 à 1, on peut faire un wait on ce chip select. On peut faire un wait until jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ça peut être j'attends que tel signal change de valeur jusqu'à ce qu'il passe à 1, par exemple. Et puis on va gérer évidemment différemment les signaux de contrôle et les signaux de données. Il y a un protocole en général à respecter, donc il faudra aussi émuler d'une certaine manière un protocole asynchrone pour stimuler nos DUT, et puis ensuite envoyer des données ou vérifier que les données sont bonnes de l'autre côté. Donc, de type de vérification qui se mettent en place pour des systèmes comme celui-ci, ça sera typiquement est-ce que les données ont été stables suffisamment longtemps. Je dois garantir que si j'ai activé mon chip select, mes adresses étaient déjà valides pendant 10 nanosecondes sur le bus et qu'elles doivent rester valides pendant au moins 40 nanosecondes pour que tout se passe bien. Des choses qu'on peut faire comme ceci. On peut faire des vérifications du type, j'ai un signal de requête qui va passer à 1 et il faut qu'il reste à 1 pendant un temps assez long. Si c'est juste un glitch dessus, ça ne va pas être considéré comme quelque chose de normal. C'est des choses qu'on peut vérifier aussi assez facilement en VHDL. On peut vérifier aussi des choses du style, on a deux requêtes qui sont séparées par un temps suffisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire deux requêtes d'écriture beaucoup trop rapprochées. Donc tout ça va se faire avec des wait, wait on, wait until, et puis des vérifications de stabilité de signaux qu'on peut faire avec les attributs des signaux. La VHDL permet de vérifier pas mal de choses sur des signaux grâce à leurs attributs. Alors, en termes de méthodologie, ce qui se met en place pour des systèmes comme celui-ci, en gros, il faut émuler le système qui communique avec le DUT. Donc, on a une partie vraiment synchrone de ce qu'on aurait dans la FPGA, et puis une partie très externe où on émule un DUT avec des timings, avec une méthodologie très différente. On n'arrive plus tellement à avoir un BFM comme ce qu'on a vu dans la présentation de la vidéo précédente. Mais on doit vraiment émuler les timings asynchrones. Une chose qui est délicate, c'est de ne pas bloquer le banc test si le DUT ne respecte pas les timings. Par exemple, si on a un protocole où le DUT qui est censé donner un acknowledge à une requête ne donne pas cet acknowledge, c'est-à-dire que l'acknowledge ne passe jamais à 1, potentiellement le banc de test il va rester bloqué parce qu'à un moment donné dans sa procédure ou son process, il va juste attendre que ce signal passe à 1. Et donc ça c'est un truc qui est un peu délicat. Il faut évidemment éviter que le test se termine jamais puisqu'on part du principe que le banc de test est responsable de se terminer. C'est-à-dire qu'il faut avoir une sorte de watchdog pour dire ah, là j'ai attendu trop longtemps, il y a quelque chose qui ne va pas, je m'arrête, il y a une erreur quelque part, il faut aller vérifier ce qui se passe. Et puis, en termes de vérification, il faut évidemment vérifier que le DUT respecte les différentes contraintes de timing. Typiquement des choses qu'on aurait dans une datasheet pour la communication avec un circuit particulier. On sait que le chip select doit être actif pendant au moins 80 nanosecondes,
que le signal de requête doit s'activer au minimum 10 nanosecondes après que le chip select soit passé à 1, que les données doivent rester ça pendant au moins X nanosecondes, etc. Donc c'est toutes des choses qu'on peut vérifier en VHDL. Voilà, donc je ne donnerai pas d'exemple ici, d'accord, mais sachez que c'est un peu une autre manière de penser par rapport à ce qu'on a vu avec les systèmes séquentiels plus traditionnels. Voilà pour cette partie.